Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, fin du 28e sommet de l'Union africaine. Au terme de 2 jours de débat, des décisions d'importance ont été prises et les défis de l'organisation pour les prochaines années ont été annoncés. Et ce rendez-vous continental était placé sous le thème de la jeunesse. Il était notamment question des difficultés qui touchent cette tranche de la population, en particulier le problème du chômage. Et le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Michel Dussoyé, a présenté sa démission, une décision qui fait suite à l'élimination de la sélection ivoirienne dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le 28e sommet de l'Union africaine s'est achevé ce mardi 31 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs grandes décisions ont été prises lors de ce sommet. La réintégration du Maroc, l'élection du Tchadien Moussa Faki Mahamat à la commission de l'UA, ainsi que la désignation du chef de l'État guinéen Alpha Condé à la présidence tournante de l'UA. C'est d'ailleurs le nouveau président qui a clôturé l'événement. Un sujet de la rédaction. La 28e session ordinaire de l'Union africaine s'est achevée. Un sommet qui a vu notamment la réintégration du Maroc après 33 ans d'absence et l'élection du Tchadien Moussa Faki Mahamat à la présidence de la commission de l'UA. L'organisation a également porté à sa tête le président guinéen Alpha Condé qui a annoncé les principaux défis qui attendent l'Union africaine ces prochaines années. Parmi ceux-ci, la réforme institutionnelle fait figure de priorité. Le rapport du président Kagame pour la réforme institutionnelle de l'Union africaine et la Commission sur la mise en œuvre de la décision sur le financement de l'Union africaine, sur la zone de libre-échange et les mécanismes pour éliminer les obstacles non tarifaires en Afrique, s'inscrivent dans la dynamique de renouveau que nous ambitionnons en vue de doter notre continent d'institutions fiables et efficaces, lui permettant de relever les défis qui inhibent son développement. L'autre défi de l'organisation panafricaine, c'est l'intégration économique du continent. Ainsi, comme président de l'UA, le chef de l'État guinéen Alpha Condé devra s'approprier la poursuite de la mise en œuvre de l'agenda 2035 et le processus pour l'instauration d'une zone de libre-échange africaine. Faisons sauter toutes les barrières qui entravent les échanges entre nos États et compromettent l'intégration de nos économies. Toutes choses indispensables à l'accroissement du volume et de la qualité de nos produits, leur permettant ainsi d'être résilients, compétitifs et de s'insérer efficacement dans le système commercial international. La zone de libre-échange continentale demeure un passage obligé qui nous mènera vers le marché commun africain, instrument qui renforcera notre capacité à négocier d'une seule voix notre partenariat avec les autres organisations. D'autres dossiers attendent également l'Union africaine, le terrorisme, la problématique migratoire ou encore le chômage. Une attention particulière sera par ailleurs donnée aux différents cycles électoraux prévus dans plusieurs pays en 2017. Et pour ce 28e sommet de l'Union africaine, une thématique avait été retenue, à savoir tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, les jeunes Africains qui restent particulièrement touchés par le chômage. Amira Benjabala, Jean-Pierre. Les défis de l'Afrique ont été au cœur du sommet de l'Union africaine de ces 30 et 31 janvier. Pour autant, un seul thème a été retenu cette année, tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Car le constat est là, les États parviennent difficilement à capitaliser sur leur atout le plus évident, une jeunesse de plus de 200 millions d'habitants. Ce thème, c'est un thème des années 70, tirer profit de l'avantage démographique. C'est pas quand on a raté la planification de la poussée démographique en Afrique, ce qui nous a valu un déficit sur l'énergie, ce qui nous a valu des politiques publiques mal structurées autour des universités et de l'éducation. Après cet échec-là, il faudra d'abord parler de la correction de ces échecs avant de parler de tirer profit. Ça, c'est une chose essentielle. 41% de la population africaine a moins de 15 ans. Certains pays atteignent des taux de près de 50%. Il apparaît urgent de mettre en place des cursus de formation qualifiantes et adaptés aux réalités des marchés du travail pour permettre à ces jeunes de trouver un emploi décent. Investir sur l'infrastructure humaine, c'est comme ça que je l'appelle, parce qu'on parle beaucoup d'infrastructures en parlant d'autoroutes, de TGV et autres. La première infrastructure importante et pour laquelle on doit travailler, c'est l'infrastructure humaine. Et dans cette infrastructure, la tranche, c'est la jeunesse. Et pour la jeunesse, c'est sa formation et son éducation. Près de 12 millions de jeunes Africains se présentent chaque année sur le marché de l'emploi. La moitié n'est pas recrutée. Ce chiffre passerait à près de 22 millions en 2025. 2009.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a limogé son ministre des Finances et du Budget, Bogo Gabo Seli. Une décision qui intervient alors que le pays traverse une grave crise économique consécutive à la baisse du prix du baril de pétrole. Les raisons de cette révocation n'ont pas été communiquées. Il s'agit du deuxième ministre révoqué en un mois après le ministre des Mines suspendu de ses fonctions le 31 décembre 2016. Le Soudan du Sud souhaite porter sa production quotidienne de pétrole à 290 000 barils par jour d'ici 2018. L'annonce a été faite par le ministre des Finances, un objectif ambitieux pour ce pays visé par plusieurs menaces de sanctions internationales et affecté par la guerre civile depuis 2013. Gladys Mamba. Le Soudan du Sud envisage de tripler sa production quotidienne de pétrole d'ici 2018. La production de pétrole s'établirait ainsi à 290 000 barils par jour contre 130 000 actuellement, une ambition audacieuse pour cette jeune économie. Dans le contexte actuel, effectivement, c'est très difficile, d'autant plus que c'est un pays en guerre. Et les rebelles ils ont déjà réussi à arrêter la production dans la région de l'Unité. Et dans la région des Hauts-du-Nil, là-haut, à côté de frontières avec le Soudan. Je ne sais pas comment, dans l'état actuel des choses, sans avoir faire la paix, on va pouvoir appliquer un pareil blanc, j'allais dire, une pareille impression. Le Soudan du Sud, pays indépendant depuis 2011, a hérité de 75% des réserves pétrolières du Soudan pré-sécession. Mais malgré cette manne, le pays continue de dépendre des infrastructures soudanaises pour l'exportation de pétrole. Depuis 2014, la chute des prix du pétrole sur le marché mondial a fortement impacté l'économie sud-soudanaise. Et la situation socio-politique semble peu propice à l'augmentation de la production pétrolière malgré l'accord de paix signé en août 2015. Il n'y a pas d'accord de paix, il n'y a pas de perspective. C'est vraiment très, très, très difficile dans l'état actuel des choses. Tant qu'il n'y a pas de paix, tant que l'insécurité règne, ce ne sera pas possible pour le gouvernement de réaliser son plan par rapport à l'augmentation de la production. Atteindre l'objectif des 290 000 barils de pétrole par jour s'avère donc vital pour le financement du budget de l'État, puisque le pétrole représente 60% du PIB sud-soudanais. La guerre civile, qui a débuté en 2013, a incontestablement fragilisé l'économie de l'État, dont la principale ressource est l'exportation du pétrole, qui représente plus de 90% du budget national. Du sport et le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Michel Dussoyé, qui vient de présenter sa démission alors que la sélection ivoirienne a été éliminée dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le président et le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football ont annoncé ce lundi avoir pris acte de sa décision. Écoutez à ce propos Maurice Monguillarman, éducateur sportif en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il fallait quand même s'y attendre. Quand un entraîneur signe 2 ans et on attend la fin d'une compétition pour faire le bilan, je pense que c'est déjà joué, c'est clair. D'un autre côté, je pense que le pousser à la démission, ça va de soi parce que faut que la fédération en question puisse se justifier des mauvais résultats et en général c'est l'entraîneur qui en fait les frais. Je pense que M. Dussoyé a bien fait de venir en Côte d'Ivoire, c'était un plus pour sa carrière du fait que c'était l'équipe tenante du titre, donc c'était un gros challenge pour lui. Deuxième chose, faut savoir qu'il a joué la CHAN, il a fini je crois en demi-finale ou en quart de finale avec une très bonne équipe jeune, donc ça lui a permis de voir aussi ce qu'il y avait comme effectifs locaux. Troisième chose, je pense que sur les matchs amicaux, il s'est bien défendu. Il a des joueurs qu'il préfère, notamment Nguessan Serge, un milieu qui joue à Nancy qui est très bon et qui s'appuie en général beaucoup sur ce joueur. Mais on n'a tous pas compris les changements. Je le répète, il y a quelque chose, il y a eu un quoi, on ne saura pas quoi. Mais sur aussi les joueurs sélectionnés, on a vu le cas Pépé où il l'avait pas choisi, mais il était quand même là. Donc je pense que la faute revient un peu à tout le monde. Je pense que les joueurs aussi, Serge Aurier doit prendre ses responsabilités. Il est aussi pas en partie fautif, mais il a manqué cette CAN. Il faut qu'il le reconnaisse et il faut qu'il change son attitude. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.